Ce qu'on retrouve dans les évangiles, c'est-à-dire la synagogue de Satan. La Vierge Marie et Jésus-Christ existent dans l'islam. On affichait de façon grandiloquente et sublime des étoiles de David sur la tour Eiffel. Nous sommes dans une république, je dois le dire, franc-maçonne. Donc diligentée et protégée par une franc-maçonnerie puissante qui est elle-même le chien de garde d'une oligarchie mondialiste qui est malheureusement, je le dis bien pour les auditeurs qui n'y croiraient pas encore, d'obédience et d'inspiration satanique. Ils sont une puissance hégémonique qui écrase tout sur son passage. Et ce qui est très grave, et ce que les auditeurs doivent absolument comprendre, c'est que le champ de bataille, ce sera la France. Ce ne sera pas les États-Unis. C'est considéré comme la deuxième Jérusalem. D'ailleurs, vous voyez combien en fait le christianisme a été pastiché, voire souillé il y a encore quelques semaines. On affichait de façon grandiloquente et sublime des étoiles de David sur la tour Eiffel. Vous voyez un petit peu la différence de traitement. Elle est manifeste. La France est considérée toujours comme la deuxième Jérusalem quand elles ne sont pas détruites par quelques maires ou conseillers départementaux francs-maçons qui décident de détruire des églises pour les remplacer par des piscines. Nos concitoyens qui sont d'autres religions, par exemple je pense aux musulmans, la Vierge Marie et Jésus-Christ existent dans l'islam. Il existe. Et il n'est pas considéré comme un bandit de grand chemin, comme dans d'autres religions, et la Vierge Marie est consacrée comme elle ne l'est pas dans d'autres religions non plus. Toutes ces divisions procèdent d'une ingénierie qui est très bien huilée. Une ingénierie très fine et très bien huilée, qu'ils ont mis plus de 3 siècles à établir. Ils l'ont d'abord conceptualisé, ensuite ils l'ont fait avancer subrepticement tous ces mondialistes qui étaient ce qu'on retrouve dans les évangiles, c'est-à-dire la synagogue de Satan. Et ce qu'en son temps, le Christ a essayé d'arracher à la Judée, et ça lui a été d'ailleurs, c'est ce qu'il a condamné sur terre. En tant qu'incarné à l'époque en Judée, il a essayé de combattre fermement la synagogue de Satan, qui avait en fait dévoyé l'Ancien Testament. Vous vous croyez privilégié? Dieu n'est pas un Israélite! Les Juifs croient que Dieu n'a fait une alliance qu'avec eux et se considèrent comme une race élue. Certains Juifs pensent même que seuls les Juifs ont le droit de vivre. Certains croient que tous les biens du monde appartiennent aux Juifs et que tout bien en possession d'autrui a été volé. Selon la croyance juive, il y a 2 types d'êtres sur terre, les humains et les animaux. Les Juifs se considèrent comme humains, c'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas Juifs sont classés comme des animaux. Selon eux, Dieu a d'abord créé les Juifs, puis les animaux sous forme humaine pour les servir. Le judaïsme est en partie fermé au monde extérieur. Généralement, le judaïsme n'adopte pas une approche missionnaire et soutient que le judaïsme doit rester spécial parmi les Juifs. Il n'y a pas de race supérieure, messieurs. Il n'y a pas de peuple élu de Dieu. Ni les États-Unis, ni Israël ne le sont. Les ignorants fondamentalistes d'extrême droite pensent ainsi. Le peuple élu de Dieu est l'humanité tout entière. Ils utilisent la migration comme excuse pour ne rien faire contre la crise climatique qui emporte chaque jour des vies. Ils cherchent la migration pour gagner des votes de blancs et de vieux et vieilles, mais pour depuis le pouvoir caché qu'il faut en finir avec la consommation de charbon et de pétrole. Et ils l'encouragent pour forer et forer et forer. L'ONU doit changer maintenant. Une ONU différente, humaine, doit avant tout arrêter le génocide de Gaza. Bon, tu pars du principe que Dieu t'a dit qu'Israël c'était à vous, mais ça on n'est pas forcé d'être d'accord déjà. Et puis tu parles de dictature musulmane. Moi je vois pas beaucoup dans la réalité de dictature musulmane. Je vois une dictature juive qui s'instaure absolument partout. Je vois en France des groupes terroristes comme la LDJ qui se permettent sur leur mur officiel de nous menacer de mort. Ça ils vont se marrer d'ailleurs parce qu'ils nous font pas peur. Et des groupes qui sont interdits même en Israël et aux États-Unis qui se permettent de menacer ta famille, d'envoyer sur leur propre compte Twitter des incitations au meurtre et tout le reste. La France est un pays colonisé par cette israélienne et on s'en débarrassera coûte que coûte. Et nous, on se débrouillera avec les musulmans, avec qui on n'a pas vraiment de problème. Excuse, la LDJ, c'est pas la gauche israélienne.
Non, non, non. Eux, ils sont proches de Netanyahou. Et ces gens-là t'envoient des menaces de mort tous les jours sur leur compte officiel. Ils sont interdits même en Israël et aux États-Unis. Et ces fils sont les gardes du corps de Marine Le Pen. Donc je vois bien où tu veux en venir, puisque tu vas. Quand on a des Meir Habib ou des agents israéliens comme ça, ces salopards de Meir Habib qui fait rentrer des agents du Mossad armés dans l'Assemblée nationale, ça s'appelle de la haute trahison et c'est passible. Bon, s'il y avait la peine de mort, ça serait passible de la peine de mort. C'est passible de prison. Mais comme toutes les institutions françaises sont gangrénées par des mouvements sionistes qui dirigent absolument tout, ça s'appelle de la colonisation. La France est un pays colonisé par Israël. Si elle ne l'était pas, notre discours sera aussi différent. Mais ça n'est pas le cas et on peut le voir parce qu'on ne peut même plus ouvrir la bouche. On a des milliers de procès, on ne nous lâche pas une seule seconde et donc tu le sais. Voilà, c'est tout. C'est ça. Quite clear that on October 7th, a good number, we don't know what the number is, but a good number of the Israelis who were killed were not killed by Hamas, they were killed by the IDF. And I find that hardly surprising, given the nature of the fight that was taking place. It is hard to discriminate in those situations. Now, the Hannibal Doctrine is a very different matter. The argument there, or the claim there, is that what the Israelis do is that if it looks like an Israeli soldier or even an Israeli citizen is going to be captured by Hamas or some other terrorist group, to use the Israelis' language to describe those groups, then the IDF will kill those Israelis so that they don't become hostages. And the logic here is that Israelis have such a high regard for human life that if hostages are captured, it will be almost impossible for Israel not to pay an enormous price to get those hostages back. So it's better to surreptitiously kill them, better for the IDF to surreptitiously kill them rather than have them become hostages. And there is a great deal of evidence that there is this Hannibal Doctrine in practice inside of Israel. That's murder. I guess you could call it that. Okay. If you have any doubts about Israel's concern for Jewish safety and the lives of Jews, which is their whole shtick, just look at the way they treat the hostages. They shot their own hostages. They killed their own on October 7th. They used the Hannibal Directive, and they shot their own hostages. You know, they were holding white flags, speaking Hebrew, and they bombed places that they knew hostages were in. And if they wanted to free hostages and save Jewish lives, they would negotiate. That's what you always do when you want to save the lives of hostages. You negotiate. You do a prisoner exchange, and we know that they know that because they've done it in the past, but they care more. En tant que juif ashkéno-séfarade, je suis fatigué d'entendre en boucle qu'Israël se défend, qu'Israël se bat pour sa survie. Oui, Israël s'est défendu en 48 et en 73 notamment pour sa survie contre d'autres armées régulières. Et cette rhétorique de la défense d'un pays constamment en danger de mort, c'est du foutage de gueule complet quand on l'applique aux Palestiniens. Tu ne peux pas revendiquer la position de défenseur quand tu domines largement ton adversaire depuis 56 ans. Est-ce que l'État allemand se défendait contre les résistants français? Est-ce qu'il se défendait contre les 300 000 juifs révoltés du ghetto de Varsovie, qui finirent presque tous exterminés? Est-ce que la France elle-même était menacée par le FLN algérien? Non, non et toujours non. Est-ce que Israël se défend en Cisjordanie quand Tsahal protège ses colons fanatiques, qui enchaînent les exactions et les vols de terre en arrachant les oliviers palestiniens? Est-ce que dans un ring de boxe, celui qui se défend, c'est celui qui aligne les patates et les marrons ou celui qui tente de les esquiver? Faut être sérieux 2 minutes. Cette rhétorique défensive sert uniquement à laver le cerveau des juifs du monde entier pour qu'ils dorment la nuit, la conscience tranquille, peu importe les atrocités commises par le soi-disant défenseur. Mais pire encore, cette propagande victimaire a salement intoxiqué les médias français qui disent tout le temps qu'Israël a le droit de se défendre. Et Israël a le droit de se défendre. Und es ist ganz klar zu sagen, Israël hat das Recht. Et Israël a le droit de se défendre face au terrorisme. Israël a le droit de se défendre. Peut aujourd'hui qu'être du côté d'Israël, et tous ceux qui, français, aujourd'hui, défendent le Hamas ne méritent pas d'être français. Et donc, tu auras beau faire défiler les vidéos de mères éplorées sur leurs gosses assassinés, cette rhétorique défensive va transformer l'atrocité en simple dommage collatéral ou pire, en mal nécessaire pour venir à bout des hommes du Hamas qui attendent tranquillement l'infanterie israélienne planquée au chaud dans leur tunnel sous les décombres. Je sais qu'en tant que juif de 50 ans et malgré mes liens affectifs avec Eretz Israël, il m'a fallu du temps pour déconstruire cette propagande victimaire d'un pays qui serait toujours au bord du précipice. Mais non,
Israël n'est pas en position défensive contre les Palestiniens, qui sont militairement 1 million de fois inférieurs à Tsahal. Pour qu'il le soit vraiment, il faudrait que les Palestiniens déferlent comme un tsunami à Tel Aviv, Haïfa, Netanya, Yerushalayim, Eilat ou Beersheva. Est-ce que 2 millions de Gazaouis se sont engouffrés en Israël quand le Hamas a cassé le mur de leur prison à ciel ouvert? Bien sûr que non. Et bien sûr que j'ai eu le cœur horrifié des massacres de civils du 7 octobre sur cette terre où repose ma pauvre mère. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais je le répète, il n'y a pas non plus de menace existentielle sur Israël de la part de quelques milliers d'hommes du Hamas, qui n'est qu'une petite phalange armée et déterminée de tout. Bonjour. Bonjour, M. Fauzi. Les étudiants sont en grève aujourd'hui et demain, pourquoi? Donc, dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on assiste, c'est le début d'une semaine de solidarité qui a été appelée par le collectif des investisseurs pour la Palestine et la convergence des luttes anticapitalistes. Pour deux choses. D'une part, pour remettre en question le narratif qui est mis de l'avant autour du 7 octobre par Israël, par ses alliés en Occident. Dans le fond, nous, ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est que le 7 octobre, les choses n'ont pas commencé le 7 octobre. Pourquoi il y a eu un 7 octobre? C'est parce que la Palestine est occupée, colonisée depuis plus de 75 ans. Mais ça c'est quand même, puisqu'on va repartir, on recommence de où, mettons? Parce que le 7 octobre, il y a un attentat, 1200 personnes sont mortes, il y a encore des otages, ça on le reconnaît collectivement, ou vous ne le reconnaissez pas? Ben, ce qu'on peut dire, c'est que le 7 octobre, en fait, ce qu'on assiste, c'est un épisode de résistance. La résistance du peuple palestinien. Pas un acte terroriste. Pour nous, la question de terroriste, en fait, elle est instrumentalisée en Occident. Pourquoi on appelle certaines entités des entités terroristes, d'autres non? C'est profondément politique. Essentiellement, les entités... Ben, écoutez, l'armée canadienne, l'armée américaine, l'armée israélienne tuent. Est-ce qu'elles sont des entités terroristes selon le Canada? Non. Donc, pour nous, en fait, cette qualification-là d'une entité terroriste ou non, en fait, ça contribue à déshumaniser certaines personnes. Il y a des personnes de qui la mort compte plus que d'autres. Et c'est ça qu'on veut remettre en question aujourd'hui. OK. Puis, pensez-vous que ça va fonctionner? Ben, vous avez parlé à l'instant de ce qui s'est passé avec l'équipe Israel Premier Tech. Ce qu'on voit dans le cas des équipes cyclistes, mais aussi dans le cas de la mobilisation en soutien avec la Palestine, c'est que quand les gens se mobilisent et disent non, ce n'est pas acceptable de soutenir un État génocidaire comme Israël, ben on voit qu'il y a des résultats. Puis c'est ce qu'on va mettre de l'avant aujourd'hui. En fait, quand on voit les étudiants et étudiantes, 75 000 étudiants et étudiantes qui sont en grève aujourd'hui et demain, se lever en soutien avec la résistance palestinienne, ben on voit que ça envoie un message fort. Puis ce message-là, il est très simple. C'est que les États occidentaux, le Canada, les États-Unis, ça ne nous appartient pas d'une part de décider quel est le futur de la Palestine, de décider c'est quoi les conditions auxquelles le peuple palestinien devrait accepter l'occupation et la colonisation. Ce qu'on dit ici, c'est que ce n'est pas acceptable de soutenir un régime génocidaire, alors qu'il affame, massacre, bombarde la population de Gaza depuis des années, alors qu'il dépossède le peuple palestinien de ses terres depuis des décennies, et qu'il faut prendre des actions maintenant. Ben, le Canada va reconnaître l'État palestinien? Ben, cette reconnaissance-là, on reconnaît un État, mais qu'est-ce qu'on reconnaît dans cet État-là? Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire de reconnaître un État si on ne prend pas de mesures concrètes pour que la population de cet État-là arrête d'être chassée de ses terres, arrête de se faire bombarder, tuer, affamer? On se demande ce que ça veut dire. Nous, ce qu'on demande, c'est des mesures beaucoup plus concrètes. On demande à ce que l'État canadien coupe de manière définitive et immédiate tous ses liens politiques, économiques, culturels, diplomatiques avec l'État d'Israël. Ça, pour vous donner des exemples, ça veut dire des sanctions contre l'État d'Israël, de la même manière qu'on a adopté des sanctions envers l'État russe quand il a envahi l'Ukraine. Ouais. Mais ça veut aussi dire de couper des liens diplomatiques économiques, comme par exemple fermer immédiatement le bureau du Québec à Tel Aviv. En même temps, M. Allard, vous ne pouvez pas dire ce que la Russie a fait en Ukraine non provoqué. C'est exactement ce qu'Israël fait dans la bande de Gaza. C'est quand même, je veux dire, bon, on part quand même d'une prémisse un peu particulière où le 7 octobre, c'est un acte de résistance alors qu'on est allé tuer des Israéliens chez eux, qu'on les bombarde constamment, qu'on a encore des otages qui sont morts dans des conditions atroces. T'sais. C'est là où ça devient compliqué à trouver un entre-deux quand, pour vous, il y a des méchants puis des gentils. Là. On n'est pas dans un monde manichéen ici. Là. C'est pas une question de méchants ou de gentils. C'est la question, là, on parle, là, vous êtes en train de parler de morale. Nous, ce qu'on parle, c'est de question de morale. Vous avez commencé comme ça. Il y a une question de rapport de pouvoir. La question de rapport de pouvoir, c'est
en ce moment, en Palestine, qui a le pouvoir de priver une population entière, 2 millions de personnes, là, ça c'est l'équivalent de la population de l'île de Montréal, d'empêcher l'arrivée de convois humanitaires? Qui a le pouvoir d'empêcher une population complète de sortir? Qui a créé des murs illégaux? Qui crée des colonies? Qui a créé, tout un appareil et un dispositif sécuritaire? Les Palestiniens et Palestiniennes, qu'ils soient en Cisjordanie, qu'ils soient à Gaza, ils vivent dans une prison. Puis ce qui se passe là, le narratif israélien, c'est de faire croire que la population, que l'État, que ce contrôle-là sur la population palestinienne. Des demandes d'annulation de conférences, de sanctions contre des étudiants et étudiantes et même d'interventions policières. On vous explique comment des lobbies pro-Israël ont fait pression à l'Université McGill. Pivot a mis la main sur des échanges courriels qui s'étalent entre novembre 2023 et avril 2025 et qui montrent que ces lobbies entretiennent des liens privilégiés avec les hauts administrateurs de l'Université McGill, avec qui ils s'entretiennent fréquemment et à qui ils demandent d'être plus sévères à l'endroit des étudiants et étudiantes qui soutiennent la Palestine. Mais qui sont ces lobbies pro-Israël exactement? On parle ici surtout de représentants de la fédération CJA, un organisme de charité, et de son bras politique, le Centre consultatif des relations juives et israéliennes, aussi connu pour son acronyme CIJA. Ce sont deux organisations liées qui calquent leur prise de position sur le gouvernement israélien et qui s'attaquent fréquemment au mouvement pro-Palestine à Montréal. C'est pas étonnant de voir ce genre de pression dans le milieu de l'éducation au Québec. On sait par exemple que CIJA s'était déjà félicité d'être à l'origine des enquêtes ministérielles dans les collèges Dawson et Vanier, qui avaient été initiées par la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry. Mais la question, c'est est-ce que ces pressions fonctionnent à McGill? C'est difficile d'établir un lien de causalité en se basant seulement sur des courriels, mais ce qu'on peut voir, c'est que les gestes posés par l'université en réaction à des activités pro-Palestine s'accordent fréquemment avec les demandes des lobbyistes. À plusieurs reprises, McGill rassure la fédération CJA et CIJA en assurant qu'elles partagent leurs opinions. C'est par exemple le cas par rapport au campement étudiant qui s'était installé sur la pelouse de l'université au printemps 2024 et que les lobbies voulaient voir démantelé. Le 14 juin, la fédération CIJA écrit un courriel dans lequel elle demande au recteur de l'université, Deep Seni, d'exiger publiquement à la police d'intervenir pour démanteler le campement. Quelques heures plus tard, un courriel est envoyé à l'ensemble de la communauté mcgilloise. Deep Seni y indique avoir contacté les autorités fédérales, provinciales et municipales. Il promet également des mesures disciplinaires pour les étudiants concernés et l'augmentation des effectifs de sécurité sur le campus, toutes des demandes qui avaient déjà été amenées par la fédération CJA et CIJA. Ce courriel-là est ensuite transféré à la fédération CJA directement par l'administration McGill qui ajoute « Nous serons heureux de discuter avec vous des mesures que nous prenons et étudions pour faire face à la situation actuelle qui est très préoccupante. » Dans d'autres cas, plus rares, McGill refuse directement d'adhérer aux demandes des lobbyistes et c'est par exemple le cas lorsqu'on lui demande de faire annuler une conférence par la journaliste Sana Saïd en raison de ses prises de position sur la Palestine. Dans ce cas-ci, McGill refuse après que le sujet ait fait l'objet de plusieurs échanges et même des rencontres, mais elle invite tout de même CIJA à lui faire parvenir des informations qui seraient susceptibles de lui faire changer d'avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez nous partager vos impressions dans les commentaires sous cette vidéo. Et pour connaître tous les détails de notre enquête, vous pouvez la lire dans son intégralité sur pivot.québec. Certains ont pris des lance-flammes et ont couru après les gens pour les brûler vifs. C'était horrible. Il est interdit d'en parler. Je ne vais pas en parler, parce que cela pourrait provoquer un énorme scandale. Shalom, monsieur Sokolor. Shalom. Je peux vous appeler Moti? Oui. Pouvons-nous commencer? Oui. Le samedi, 2 hommes sont venus me voir. Tu dois venir avec nous. J'ai demandé pourquoi. Ils m'ont répondu, nous devons aller à Tantura cette nuit. Nous y sommes restés quelques jours. Ensuite, nous avons dû enterrer les morts. Donc, nous les avons enterrés. J'ai pris des travailleurs de Furé 10. Nous les avons enterrés et c'est tout. Combien ont été tués? Environ 270 à 280. Je les ai enterrés. Let's go. Let's go. Time to 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 go. Free Palestine! Time to go. He was welcomed here. He's
Time to go. Time to go. Time to go. Let's go. Free DC! Free Palestine! Trump is the Hitler of our time! He is not welcome to DC! He's not welcome to Palestine! Palestine is not free DC! Free Palestine! Trump is the Hitler of our time! Free DC is I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbored them. I appreciate so very much the members of Congress who have joined me in strongly condemning these attacks. And on behalf of the American people, I thank the many world leaders who have called to offer the... Whoa, whoa! Les images de ces scènes ont choqué le monde entier. Le ministre de la Sécurité nationale a affirmé que cracher sur des chrétiens n'avait rien de criminel et était simplement une vieille tradition. יש גם מנהג יהודי, כל מנהג יהודי קדום אנחנו חייבים לקיים, תגיד. לא, זה לא העניין, העניין הוא למה להפוך את זה לעניין פלילי. The greatest lie humanity tells itself is that we have outgrown human sacrifice. What? We call it by different names now and make our offering to different gods. No, there's just one. Yeah, there's just one. As if the designation means that their mothers cry less when they die. We call masses of humanity collateral damage and turn our eyes away from the pictures of their lifeless bodies as we sip our morning coffee. And the truth is, we don't do it because we are heartless. Why? We do it because we believe that it is necessary for the world to keep running. What? We do it because we believe that the gods whose favor we so desperately seek, yeah, just one. freedom, security, prosperity, flourishing, that they demand blood as the price of their favor. What? We do it because we cannot see any other choice. There's other choices. And maybe that's why we read the Akedah, the binding of Isaac, on Rosh Hashanah. Because the story of the Akedah isn't about inconceivable obedience. When Abraham prepares to sacrifice Isaac, he is just accepting the same bargain of blood we still accept today. That some need to die for the world to flourish. Les médias canadiens, spécialement québécois, êtes-vous malade? J'ai beau faire le tour des informations, je vous informe qu'il y a 2 citoyennes canadiennes au moins qui sont prises en otage dans le cadre de 425 et plus nationalités par l'État voyou qui commet un génocide selon la définition de l'ONU, sont pris en otage parce qu'ils essayaient de faire une mission humanitaire et aucun média n'en parle. On parle de Taylor Swift, on parle de Trump qui a fait un bombardement sur un navire aux Caraïbes, mais on ne parle pas de nos concitoyennes dont une est québécoise. Alors, expliquez-moi pour toi. TVA, TVA Nouvelle, pas poubelle, Nouvelle. J'ai scruté ces informations aujourd'hui, on parle de tout et de rien. Alors, pourquoi tu ne parles pas des autres nationalités? Tous les autres pays soutiennent leur nationalité et sont en train de faire des démarches. Alors, nos 2 concitoyennes sont juste là, personne n'en parle, c'est ridicule. Et si le docteur Kinnisi, qui fait partie des docteurs contre le génocide au Canada. Merci, au revoir. Partagez si vous tenez à vos compatriotes. Et si vous tenez qu'un jour aussi, vous serez un peu dans le pétrin, que les gens vous soutiennent. They're speaking about lethal weapons. They're speaking about missiles. They're speaking about selling to states, likely states like Israel, who are committing genocide, actually.
the moment we're speaking. It's a gigantic human disaster that we're seeing this morning in Gaza City, where the government of Netanyahu, accused by the CPI of being committed genocidal crime or entering the city. And now what Quebec is going to do what? Quebec is going to sell this government new weapons. Quebec is going to contribute to this. We just faced the CDPQ's report this summer by the United Nations stating that Quebec needs to withdraw all their funds within the genocidal economy. And now what's the Legault government doing now? He's trying to push forward again even faster those sales of weapons outside of Quebec. This is not Quebec. Quebec is peaceful. Quebec is against what Mr. Legault is proposing, and we will be there fighting against Quebec developing its economy to become a military economy. That's Give me your loyalty, 'cause I'm taking the